Vous avez déjà eu cette sensation d'être à 2 doigts du poste, du projet, du saut et puis quelque chose s'est passé. Ou plutôt quelque chose ne s'est pas passé. Vous avez attendu, vous avez relu, vous avez demandé un autre avis, vous avez envoyé le mail, mais après la date limite. Vous vous êtes dit que ce n'était pas encore le bon moment. Alors il y a la post-rationalisation d'avoir été prudent, il y a la culpabilité d'avoir, peut-être été trop perfectionniste ou d'avoir été paralysé par votre peur de l'échec. Finalement, au fond, le problème, c'est que parfois c'est vous, du moins une partie de vous, qui ne veut pas que vous réussissiez et qui reprend les commandes. Bienvenue sur le podcast Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Ici, on explore la très vaste question de la place, en soi, dans le travail, dans le monde et dans ses relations. Mon nom, c'est Sophie Rioux, je suis executive coach et mentor. Je crois profondément qu'être à sa juste place, c'est prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Mon intention avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ici, je vous proposerai de grandes prises de hauteur, des idées qui décalent et en fin d'épisode, des questions pour que les liens que je fais, vous puissiez les faire à votre tour, dans votre vie. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode où l'on va parler de sabotage. Les sabotages discrets que vous appelez parfois la prudence, l'humilité, la chance, la réflexion ou bien encore un certain sens du timing. Alors le mot sabotage, il fait un peu peur, il évoque quelque chose de délibéré, de malveillant. C'est le sabotage des voies ferrées qui bloque le départ en vacances, c'est le sabotage industriel. Du sabotage au sabordage, il n'y a que 2 consonnes de différence, mais c'est une histoire qui finit mal dans les 2 cas. Les sabotages, c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme que le psychisme met en place pour se protéger de quelque chose qui lui semble dangereux. Ça remonte souvent à l'enfance, à un moment où on a compris, sans que vraiment personne nous le dise explicitement, qu'il valait mieux ne pas trop briller. Peut-être parce que ce regard trop vif dérangeait. Parce que les mots qu'on prononçait faisaient de l'ombre à quelqu'un. Parce qu'on a senti, dans le silence d'un parent ou dans une réaction, dans un «tu te prends pour qui?», qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Et cette limite, eh bien, on l'a intériorisée. Elle est devenue une règle du jeu intérieur. Et elle est devenue, en quelque sorte, un peu une partie de nous. Aujourd'hui, on va cartographier ces stratégies, histoire de bien les repérer et de vous y voir, parce que finalement, nommer un mécanisme, c'est déjà commencer à ne plus en être prisonnière. D'abord, je vais vous dire très rapidement de quoi on parle quand on parle de sabotage et d'où ça vient. Ensuite, on va aller regarder les 8 stratégies de sabotage, les unes après les autres, avec des exemples concrets. Et on finira par aller regarder comment on sort de là. Et encore une fois, eh bien, c'est le corps qui entre en jeu. Allez, c'est parti. Et on va faire un petit retour dans le temps et on est en 1923. Freud observe quelque chose d'assez troublant dans ses cures. Il observe que certains de ses patients, au moment même où ils commencent à progresser, eh ben, entreprennent en même temps un mécanisme de rechute. Il s'approche de la guérison et c'est comme si finalement il la refusait inconsciemment. En fait, ce qui l'emporte à ce moment-là, c'est pas tant la volonté de guérir que le besoin d'être malade. Alors si la thérapie permet la guérison et que le coaching, lui, il permet l'expansion, et qu'ici on parle bien de coaching, il arrive, et moi je l'ai vu plusieurs fois en séance, que certains de mes clients préfèrent rester là où ils sont, plutôt que d'oser aller vers la lumière, que tout le monde voit pour eux, et la lumière à laquelle eux-mêmes aspirent. J'ai accompagné une cliente avec laquelle on a travaillé, on a mis le doigt ensemble sur un certain nombre de loyautés qui la retenaient. Ses parents n'avaient pas fait d'études. Ils avaient, tout donné pour qu'elle et sa sœur, fassent des études, trouvent un CDI, si possible dans une grande entreprise, et elle l'avait trouvé ce CDI, la grande entreprise également, le beau titre, carrément, mais le fait d'imaginer d'aller plus loin était absolument, inconcevable. Rayonner, au-delà, de ses propres, parents, c'était quelque chose qui refusait, très, très fort en elle. Freud, il appelle ça la résistance du surmoi. En s'approchant du succès, finalement, on le refuse parce qu'on pense ne pas le mériter et on perpétue finalement un cycle, sabotage, culpabilité, sabotage.
Et le sabotage, c'est pas du tout une question de mauvaise volonté, ça je pense que je vous l'apprends pas et quand vous voyez dedans, vous voyez bien que vous faites de votre mieux. C'est vraiment le psychisme qui protège sa cohérence interne en empêchant un changement qu'il vit comme potentiellement dangereux. Allez! Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait oh. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! La vraie question que pose le sabotage, c'est celle-là. Si je réussis, que vais-je vraiment perdre? Allez, on part en exploration des 8 stratégies. La première, c'est l'injonction héritée. Alors là, c'est la racine. En analyse transactionnelle, on appelle ça donc une injonction. C'est un message reçu très tôt, souvent sans mots, transmis souvent par la façon dont nos parents ou des figures d'autorité ont réagi quand on prenait de l'espace, quand on s'affirmait, quand on osait. On peut avoir consciemment l'envie de réussir et porter absolument inconsciemment l'interdiction d'y parvenir. Et donc ces deux réalités, elles coexistent. Et l'inconscient gagne presque à chaque fois. Et puis il y a une version très particulière de cette injonction, c'est celle des transfuges de classe. Ceux et celles pour qui réussir mieux que les siens, eh bien, c'est absolument les trahir. Consciemment, en fait, on veut avancer et inconsciemment, on freine. Parce que si on monte trop haut, on risque d'être exclu du clan. On risque de donner l'impression qu'on a oublié d'où on vient. J'ai vu des clientes ne pas négocier leur promotion au-delà d'un certain point parce que c'était déjà bien assez. J'ai vu des femmes saboter une évolution par loyauté à une mère qui avait sacrifié la sienne d'évolution. La limite, elle se situe précisément dans ce qu'on s'autorise à dépasser. Deuxième sabotage, les petits démons intérieurs. Alors chacune d'entre vous a ses démons maison. La rebelle qui prend des décisions radicales juste avant que quelque chose de bien se profile. L'enfant gauche qui rougit et trébuche exactement quand il ne faut pas. Et puis la petite voix, de toute façon je suis pas au niveau, ça sert à rien, elles sont tellement meilleures que moi. Alors ces petits démons-là, ils sont là pour vous protéger. Ils sont là pour vous protéger de l'échec, de l'exclusion du clan, de l'exclusion tout court, de vous prendre pour je sais pas qui. Et le problème, c'est de leur donner crédit sans les challenger. Marc, Valérie vient de péter, ça pue, il faut qu'elle parte. Quoi? C'est faux. Attends, Valérie, tu as pété? Mais non, Marc, je te jure que c'est faux, je n'ai pas pété. C'est irrespirable, je vais faire un malaise. Alors que la personne qui a pété se dénonce ou qu'elle se taise à jamais. C'est Valérie! Valérie, regarde-moi dans les yeux. Elle ment. Valérie, as-tu pété? Je n'ai pas pété. Et alors, troisième stratégie, ce sont les signes du destin. Alors, je m'explique. On interprète un rêve. On repère une coïncidence. On relit 3 fois une phrase dans un livre et on y voit un signe qu'il ne faut pas y aller. Et soyons honnêtes, quand on cherche un signe pour ne pas bouger, on finit toujours par en trouver un. La surinterprétation des signes, c'est une forme très spirituelle de sabotage. On fait bien dire à l'univers ce qu'on a envie de lui faire dire et l'univers très coopératif, souvent, il acquiesce. Quatrième stratégie, c'est celle de fuir avant d'arriver. C'est 2 visages pour une même chose. Premier visage, ne pas envoyer la candidature, ne pas rappeler, ne pas finir, abandonner juste avant que quelque chose devienne réel. Et ça, c'est parfois maquillé en désintérêt, du type finalement, c'était pas vraiment ce que je voulais. Et au fond, la peur la plus inavouable pour vous à cet endroit-là, c'est si je réussis, on va voir qui je suis vraiment. Deuxième visage, c'est celui de la procrastination. Alors la procrastination, elle est particulièrement retorse chez les gens brillants parce que ça passe. Souvent au talent, au dernier moment, dans un état de grâce, adrénalinique, souvent ça passe. Jusqu'au jour où ça ne passe plus. Où le mail part après la date limite et donne l'impression qu'on n'est pas motivé. Où le dossier rendu en retard ternit franchement un travail excellent. Alors on se raconte qu'on a besoin de pression, ce qui est peut-être vrai, mais ce dont il s'agit ici, c'est de gâcher l'impact qu'on a. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on a vu 4 stratégies. L'injonction héritée, avec un petit zoom sur les transfuges de classe. Les démons intérieurs qui s'agitent en nous et parlent souvent très fort. La surinterprétation des signes du destin et fuir avant d'arriver. On attaque avec la 5e stratégie, la passivité confiante. Alors bon, comme son nom l'indique, elle n'est pas active dans le sabotage. Elle laisse les choses se faire ou se défaire sans intervenir. Du type, je verrai bien, je ne force pas, on viendra me chercher. Parce que ça s'est toujours passé comme ça.
Alors, si on n'y prend pas garde, ça peut ressembler à de la sagesse ou au lâcher-prise. Alors, on reviendra sur le lâcher-prise parce que celui-ci, il va falloir aussi un peu qu'on le déplie. Ça peut même s'apparenter à de la spiritualité. Mais au fond, c'est une façon de ne pas avoir à se confronter à la possibilité d'un vrai succès et à tout ce qui le ferait bouger. Finalement, si je ne tente rien activement, je ne peux pas être jugée, je ne peux pas être rejetée, je ne peux pas être déçue, je ne peux pas décevoir non plus. Et si ça ne marche pas, finalement, c'est la vie qui a décidé, c'est pas moi. 6e stratégie, le faux self aux commandes. Alors on réussit, mais selon des contours qu'on a toujours connus. On performe le personnage qu'on s'est construit, celui qui convient, celui qui rassure les autres et, disons-le franchement, c'est celui qui rassure soi-même. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne se laisse jamais, ou aller, un peu de nuance, rarement la possibilité de réussir avec son vrai self, avec son vrai soi. La question qui dérange, c'est est-ce que le succès sera là, le vrai, celui qui nourrit, celui auquel j'aspire, si je m'autorise à être un peu plus moi dans ce que je fais. Alors j'ai un spoiler pour vous, hein. Oui, vous réussirez aussi en étant vous-même et peut-être même encore un peu plus. 7e stratégie, l'alibi de la case et les bons conseils. Alors on va déjà prendre l'alibi de la case. Je m'analyse tellement, tellement bien, avec tellement de profondeur, avec tellement de précision, que finalement je bouge plus. Je vous donne des exemples. J'ai la blessure d'injustice de Lise Bourbeau, je l'ai lu sur la page 52. J'ai un attachement désorganisé, j'ai un TDAH, j'ai lu tel livre, j'ai fait tel stage. Si, je t'assure, c'était super bien, j'ai tout vu à ce moment-là. Et donc finalement, comme j'ai fait tout ça, comme j'ai lu tout ça, eh bien j'ai toutes les raisons de ne pas bouger. Et ici, la compréhension remplace l'action. Et le plus pervers à cet endroit-là, c'est que c'est hyper valorisant socialement. On passe pour quelqu'un de conscient, qui a travaillé sur lui ou sur elle. C'est en quelque sorte un peu un sabotage de luxe. Et tant qu'on n'a pas tout compris, eh bien, on n'a pas à se lancer. Et puisqu'on ne finit jamais de se comprendre, le délai, il a potentiellement infini. Sur la stratégie des bons conseils, c'est le proche bien intentionné, ou pas tout à fait finalement, qui projette finalement assez généreusement ses propres peurs sur votre projet. Alors c'est le proche qui va vous dire non mais pense à ta famille, à ton équilibre, avant d'accepter ce poste. Tu te souviens la dernière fois, c'était quand même un gros poste quand même. T'es sûr de toi? Et puis vous l'écoutez, parce qu'il vient appuyer pile à l'endroit où vous doutez de vous. Et alors, parce que, vous l'aimez, parce qu'il a peut-être raison, eh bien vous lui apportez du crédit et là, dans ces cas-là, vous taisez, franchement l'intuition, votre intuition qui vous dit d'y aller. Sauf que Jean-Eudes, il a déjà semé le doute et le doute chez vous, il a tendance à pousser très vite. 8e et dernière stratégie, c'est, le transfert de pouvoir. Dans ce cadre-là, on va laisser l'autre décider, si je suis légitime ou pas pour y aller. Alors ça peut ressembler à de l'humilité, mais en réalité, je remets dans les mains de quelqu'un d'autre la responsabilité de valider ma place. Et bien sûr, ce quelqu'un n'est jamais tout à fait satisfait. Le faux imposteur, parce que le vrai, lui, ne se pose pas la question, le faux imposteur, il pense que sa légitimité viendra quand il en aura assez, quand il saura assez, quand il aura le bon diplôme, la bonne expérience, la bonne reconnaissance. C'est un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Donc dans cette stratégie de transfert de pouvoir, vous remettez dans les mains de l'autre de décider quelle est votre place. Alors maintenant, comment on en sort? Je vais vous parler d'une cliente pour illustrer un peu le propos. Quand je l'ai rencontrée, elle avait une présence solaire. C'est la collègue toujours de bonne composition, qui est créative, qui est orientée solution. Tout le monde l'adorait dans son service, c'était pas difficile. Sa boîte la voyait évoluer, voulait qu'elle rayonne au-delà de son périmètre, qu'elle se montre. Mais elle, elle voyait ça comme de la politique. Elle avait des résultats et pour elle, ça devait simplement suffire. Et puis, elle ne se trouvait pas très intéressante avec les autres, heu, ceux qui faisaient pas le même métier qu'elle, donc elle avait du mal à aller au-devant de la relation. Quand on a creusé ce sujet ensemble, ce sujet de rayonnement qui était attendu d'elle, si elle se montrait trop, selon elle, si elle rayonnait vraiment, eh bien les grands chefs allaient voir. Alors, allaient voir quoi? Allaient voir qu'elle venait de province, qu'elle avait pas les codes, qu'elle avait pas sa place là-haut. Là, on est quoi? On est sur une injonction héritée. On est sur un faux self qui parle, on est sur un transfert de pouvoir. C'est du 3 en 1, on a 3 stratégies à la fois, sans véritablement le savoir à cet endroit-là. Mais finalement, c'est pas très important de le savoir, c'est simplement de le repérer quand on déplie la situation. Avec cette clé de lecture, elle est allée écouter ce que son corps disait depuis le début.
Et ce qu'il disait, c'est qu'elle était fatiguée de se retenir. Elle était fatiguée de prendre moins de place que ce qu'elle occupait naturellement dès qu'elle entrait dans une pièce. Ça, c'est pour le ressenti dans l'ici et maintenant quand ces petites stratégies de sabotage sont à l'œuvre. Mais ça suffit pas. Après, l'idée, c'était aussi d'aller regarder ce à quoi elle aspirait. Il y avait la projection de l'entreprise, mais elle, qu'est-ce qu'elle voulait dans cette histoire? Donc, on est allé travailler sur sa projection, son ambition, la trajectoire qu'elle avait envie d'écrire pour elle et pas ce que la boîte allait décider pour elle. Elle a compris que sa position isolée, telle qu'elle a joué actuellement, n'aidait personne. Elle n'aidait pas non plus son équipe qui souffrait aussi un peu du manque d'interface et du manque de rayonnement. Elle a compris aussi qu'elle ne trahissait personne en s'autorisant à réussir vraiment. On a fait un travail d'apaisement par rapport aux personnes qui l'entourent et les projections supposées qui étaient les leurs quant à son succès à elle et le risque de dépassement les gens avant elle. On a travaillé sur ce qu'elle visualisait quand il était une question de rayonnement et c'était quoi le juste rayonnement pour elle. Et on est allé aussi apaiser les croyances selon lesquelles une fille de province, d'ailleurs ça veut dire quoi, ne pouvait pas réussir. Et donc elle s'est détendue, juste ça, se détendre, et les possibilités à ce moment-là sont devenues enfin visibles. Ce que je vous propose de retenir aujourd'hui, le sabotage, c'est pas votre ennemi, c'est en fait un peu un gardien qui fait pas très bien son travail, qui vous protège un peu activement d'un danger passé, avec des outils du passé dans un présent qui a changé. Et il peut prendre 8 visages. Il prend le visage de l'injonction héritée et ses loyautés. Il prend le visage des démons intérieurs, les signes du destin, la fuite avant d'arriver, la passivité consciente, le faux self aux commandes, l'alibi de la case et le transfert de pouvoir. Aucun de ces visages n'est une fatalité, et la sortie ne passe pas par plus d'analyse, elle passe vraiment, encore une fois, par le corps, par ce qui est déjà là, parce que lui, en fait, il attend simplement qu'on lui fasse confiance et qu'on demande à la tête, parfois gentiment, de se mettre un peu en sourdine. On termine avec la question habituelle sur l'épisode. Quand vous écoutez cet épisode, quand vous écoutez ces différentes stratégies de sabotage, laquelle vous avez reconnue pour vous, laquelle ou lesquelles, et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la faire un peu taire et revenir davantage dans le corps. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser mettre un peu plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Si cet épisode a résonné pour vous, vous pouvez le repartager sur vos réseaux, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve lundi, dans 15 jours, pour le prochain épisode d'Une place à soi. À très bientôt.